Bonjour à tous. 150 morts et plusieurs dizaines de blessés. C'est le bilan dramatique, le bilan tragique de l'attentat terroriste qui a eu lieu dans la banlieue de Moscou de Krasnogorsk en date du 22 mars de cette année. L'État islamique, Daesh, a revendiqué cet attentat sur Telegram. Le fait est que, quand on observe ce qui s'est passé, il y a quand même pas mal d'éléments qui nous laissent dubitatifs et qui nous laisseraient penser que les choses ne sont pas si simples. Parce que si il y a une revendication de l'État islamique, c'est vrai, ça ne veut pas dire pour autant que ce soit Daesh qui soit à l'origine de l'attentat. Une revendication n'est absolument pas une preuve, surtout quand on sait que l'État islamique se trouve dans une situation où l'organisation a besoin de succès parce qu'il se trouve en difficulté au Moyen-Orient et dans le Sahel. Donc aujourd'hui, ils ont besoin d'une action forte pour rester dans le jeu. Ils sont concurrencés très fortement par Al-Qaïda notamment au Moyen-Orient ou par le groupe GSIM dans le Sahel. Donc aujourd'hui, l'État islamique a besoin d'un succès, donc rien d'étonnant qu'il revendique un attentat. Est-ce que pour autant c'est Daesh qui est à l'origine de l'attentat? Rien n'est moins sûr. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le 22 mars de cette année, un groupe d'hommes armés, 3 à 5 hommes, ont pénétré dans un théâtre, donc abritant environ 6000 personnes qui sont venues regarder un concert. Le Crocus City Hall, donc un concert de rock, le groupe Picnic devait se produire. Donc deux groupes ont ouvert le feu apparemment. Un groupe a tiré sur des gens qui se trouvaient encore dans la queue, qui voulaient acheter des billets, et un autre groupe aurait tiré dans la salle, la salle du théâtre même, c'est la salle de concert, du concert même. On sait également que des explosifs ont été utilisés. On parle de grenades, on parle de bombes incendiaires. On ne sait pas trop. En tout cas, un feu s'est déclenché. Le fait est que donc, ces événements ont commencé vers 20 heures heure de Moscou, et ce n'est qu'à 21 heures que les forces spéciales russes ont commencé à intervenir. Pendant 3 heures environ, on ne savait pas trop ce qui se passait, il y avait pas mal d'informations. Certaines informations disaient que les terroristes étaient encore dans le bâtiment, d'autres disaient qu'ils étaient morts, on ne savait pas. Dans tous les cas, vers minuit, nous avons une revendication de l'État islamique sur Telegram. L'État islamique revendique cet attentat. Au matin du 23 mars, nous avons une déclaration des autorités russes nous apprenant que 11 personnes ont été arrêtées. Ensuite, nous avons plus d'informations. Dans le groupe des 11 personnes qui ont été arrêtées, 4 d'entre eux étaient les tireurs. Donc ça paraît déjà assez formidable, que tous les 4 tireurs donc, qui ont participé à l'attentat, qui ont organisé l'attentat, qui l'ont exécuté, ont été arrêtés, ont été interpellés. Alors, d'une part, ils auraient réussi à fuir après la fusillade, d'autre part, ils auraient été arrêtés dans l'oblast de Bryansk, donc près de la frontière ukrainienne. Ils devaient s'apprêter à passer de la frontière ukraino-russe après l'ouverture par les Ukrainiens d'un couloir pour leur permettre de passer. C'est ce que nous apprennent les autorités russes. D'ailleurs, Vladimir Poutine confirme cette information dans un discours qu'il fait à la population, 20 heures après ces événements. Où il parle d'actions, d'événements barbares, de crimes barbares, et il implique directement l'Ukraine dans cet attentat. Alors il y a quand même pas mal de choses qui ne collent pas du tout dans cette histoire, mais prenons toutes ces choses l'une après l'autre. Alors la première chose, on voit parfaitement qu'on a essayé de reproduire ce qui s'est passé le 13 novembre 2015 en France, à Paris, au Bataclan. Donc le même déroulement des faits, donc des hommes armés qui font éruption, qui tirent sur les participants à un concert. Donc on voit clairement que ce qui s'est passé donc dans le Crocus City Hall devait reproduire donc, les événements du Bataclan. Maintenant, ce qui semble assez étonnant, voire invraisemblable, c'est que quand on observe tous les attentats qui ont été perpétrés par les islamistes, que ce soit Daesh, que ce soit Al-Qaïda ou d'autres, mais même pas que sur le sol russe, mais dans tous les pays européens, voire quasiment tous les attentats, on voit une chose, c'est que les terroristes
se font exploser ou alors se font tuer dans un déluge de balles. En tout cas, ces gens-là n'en sortent pas vivants, d'ailleurs ne veulent pas en sortir vivants. Et là, nous avons l'information qui nous est présentée par les services de sécurité russes, confirmée par Vladimir Poutine, disant que d'une part, donc les terroristes, donc tous les 4 terroristes qui ont perpétré l'attentat, ont réussi à s'enfuir du site, et qu'ensuite ils ont été interpellés vivants par les forces de sécurité, par le FSB, non loin de la frontière ukraino-russe. Alors là, ça paraît complètement invraisemblable, parce que donc des gens qui sont des fanatiques, qui sont conditionnés pour tuer et ensuite se faire tuer, réussissent à s'en sortir vivants, ne se font pas exploser, et ensuite se rendent aux autorités, ou alors en tout cas se font capturer sans se faire tuer. Là, ça paraît complètement invraisemblable, ça paraît complètement pas crédible. Donc ça, c'est une chose déjà qui nous laisse perplexes. Ensuite, il y a un autre élément qui est encore plus douteux, à savoir que quand on regarde les vidéos qui circulent sur Internet, qui montrent cet attentat, quand on écoute les relations des témoins, ce que disent les témoins, on voit une chose clairement, c'est que personne, mais vraiment personne, n'a entendu crier Allahu Akbar. Et là, est-ce qu'on peut s'imaginer un attentat djihadiste, quel qu'il soit, sans que quiconque crie Allahu Akbar? Donc là, ça paraît complètement invraisemblable que des terroristes liés à l'État islamique est attaqué et que pendant l'attaque, il n'est pas crié Allahu Akbar. Troisième chose, on sait que depuis un certain temps, bon, ça fait plus d'1 an maintenant, Daesh, qui est en difficulté au Moyen-Orient, se rapproche de l'Iran et se met, pourrait-on dire, sous le parasol politique et la protection de l'Iran pour pouvoir continuer ses activités. Donc il y a une certaine alliance entre l'Iran aujourd'hui et Daesh. Et quand on sait cela, on sait également que l'Iran s'est rapproché de la Russie. Donc, on peut se poser la question de comment c'est possible que Daesh, qui profite de la protection de l'Iran, décide tout à coup d'attaquer la Russie. Ça paraît complètement vraisemblable. On pourrait imaginer d'autres cibles plus crédibles pour Daesh que d'attaquer la Russie, qui est un allié de son allié. Donc là, ça paraît, une fois de plus, assez invraisemblable. Alors effectivement, donc la Russie a une grande histoire d'attentats terroristes islamistes. Ça a commencé dans les années 2000. On peut citer tout d'abord donc l'attentat de 2002, de novembre 2002, donc le théâtre à Moscou de Dubrovka, donc qui a été attaqué donc par des Tchétchènes, donc des Tchétchènes qui se sont d'ailleurs fait exploser ensuite. Ensuite, l'attentat de Bieswana de 2004, alors également, donc les terroristes qui se sont fait exploser. Il y a eu d'autres attentats un peu moins connus, aussi perpétrés par Daesh d'ailleurs, revendiqués perpétrés par Daesh, notamment l'attentat de décembre 2017 qui a eu lieu dans un supermarché à Saint-Pétersbourg. Il y a eu un attentat contre l'ambassade russe en Afghanistan en septembre 2022. Donc effectivement, les islamistes ont, si je puis dire, des raisons pour en vouloir à la Russie. Alors donc il y a la guerre en Tchétchénie, notamment la deuxième guerre, donc perpétrée par Vladimir Poutine. Donc ensuite, on a toutes les exactions qui ont été faites par l'armée russe dans le Caucase, pas qu'en Tchétchénie. Il y a évidemment la Syrie. Alors aujourd'hui, on en parle beaucoup moins, mais les Russes continuent à bombarder certains sites en Syrie, notamment donc appartenant à des groupes djihadistes, pas seulement de l'État islamique. Il y a également toutes sortes d'arrestations en Russie même. N'oublions pas que la Russie a un souci grandissant avec le djihadisme. Donc aujourd'hui, les djihadistes du Caucase sont assez virulents, pourrait-on dire, donc sont assez agressifs et motivés pour attaquer la Russie également. Donc effectivement, la Russie aujourd'hui donc est un pays qui a toutes les raisons de craindre le djihadisme. Ça, c'est une chose qui est évidente. Le problème, c'est quand on observe l'attentat qui a eu lieu à Moscou le 22 mars, ça rappelle pas du tout un attentat terroriste, ça rappelle surtout une mise en scène. Et on peut vraiment se poser la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé en réalité. Donc moi, je pose une hypothèse qui me paraît crédible. Alors, il faut quand même bien rappeler que le 7 mars de cette année, les Russes ont été informés. Ils ont été informés par la Maison-Blanche américaine d'un risque, d'un danger imminent d'attentat.
Donc, ils le savaient, l'information, ils l'ont eu. Ils l'ont ignoré, en tout cas officiellement. Le 18 mars de cette année, l'ambassade américaine informe ses ressortissants vivant en Russie sur le risque d'un attentat imminent et les invite à éviter tous les rassemblements de masse. Les Britanniques, d'ailleurs, ont aussi informé les Russes, ainsi que leurs concitoyens vivant en Russie, leur conseillant la prudence, leur demandant d'être prudents. Et nous avons un discours de Vladimir Poutine du 19 mars de cette année, donc un discours qui s'adresse donc au collégium du FSB, où il explique qu'effectivement il y a eu des annonces de l'Occident comme quoi la Russie était menacée par un attentat, mais que lui considère que c'est une provocation et que ces mises en garde ont tout simplement pour but de déstabiliser la Russie. Et là, nous avons 3 jours après un attentat qui se produit. Vladimir Poutine, d'ailleurs, lui-même ne parle pas d'État islamique, il parle de la piste ukrainienne. Il fait même comprendre que l'Occident serait impliqué d'une certaine façon dans ce qui s'est passé. Donc nous avons donc des personnes qui se sont fait soi-disant arrêter. Nous voyons à la télévision russe leurs interrogatoires. Ces personnes qui ont été arrêtées prétendent avoir été payées en tout 500 000 € pour perpétrer cet attentat. Donc cette histoire ne colle pas du tout à ce qui est la méthode d'opérer de l'État islamique. Parce que l'État islamique, Daesh, ne paye pas ces terroristes pour faire des attentats. Ce sont des fanatiques qui ont été conditionnés, qui font ce qu'ils font, mais pas pour de l'argent. C'est des mercenaires qu'on paye, pas des fanatiques. Donc là, déjà, ça colle pas trop à l'histoire. Mais le problème, c'est que finalement, qu'est-ce qu'on en sait, nous, de tout ça? Nous, les informations qu'on a, c'est des informations qui nous sont transmises par les Russes. Donc, ils ont arrêté 11 personnes, soi-disant, 4 ressortissants tadjiks. Ok. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Est-ce que ces personnes ont vraiment été arrêtées? Et si oui, est-ce que ce ne sont pas des boucs émissaires? Est-ce que ce ne sont pas des acteurs qui sont là pour jouer un certain rôle? On n'en sait rien du tout. Moi, ce que je trouve absolument incrédible, c'est que des terroristes, soi-disant de l'État islamique, aient perpétré cet attentat qui ne se soit pas fait exploser, premièrement. Deuxièmement, qu'ils ont réussi à quitter le site alors qu'on avait les services de sécurité sur place. Et ces gens quittent le site tranquillement comme ça, les mains dans les poches. Ils se retrouvent 300 km plus loin, quelques heures ensuite, soi-disant à la frontière russe-ukrainienne, où ils se font interpeller. Et là aussi, sans se faire tuer, sans apparemment opposer de résistance. Alors là, ça colle pas du tout, à ce qu'est l'État islamique, à ce que font leurs terroristes. Ensuite, personne n'a entendu crier Allahu Akbar, et ça, c'est carrément douteux. Est-ce qu'on peut imaginer un attentat d'islamistes, que ce soit donc des terroristes isolés ou alors des structures où il y a un attentat et on n'entend pas crier Allahu Akbar? Là, ça paraît complètement invraisemblable. Ensuite, la Russie, c'est un pays qui est quand même sous haute surveillance. Et là, on ne parle pas d'un attentat organisé par un homme isolé, une personne isolée, l'individu isolé, mais c'est un attentat organisé par une cellule. Pour qu'une cellule puisse fonctionner, elle a besoin de logistique. Et là, on voit quand même des gens très lourdement armés, très bien équipés, avec des fusils d'assaut modernes, avec des fusils de chasse, avec des explosifs. Donc tout ça, déjà, il faut pouvoir se le procurer, il faut pouvoir se le payer. Il faut pouvoir le transporter, parce que ces armes ont été transportées, hein, elles ont été introduites sur le site, hein, dans le théâtre. Et tout ça, ça demande de la logistique, ça demande de la complicité. Ensuite, on apprend que, bizarrement, les détecteurs de métaux ont été déconnectés. On ne sait pas trop pourquoi, en tout cas, ils n'ont pas fonctionné. On apprend également que le niveau de sécurité sur le site était minimal. Les agents de sécurité disposaient de matraques et de tasers. Donc ça paraît vraiment invraisemblable quand on connaît le niveau de sécurité sur les sites russes. Donc qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion? Eh bien, la conclusion c'est que le gouvernement russe ou les services secrets ont dealé avec Daesh. De quelle façon? Alors, il y a pas mal de combattants de Daesh dans les prisons russes, hein, que ce soit en Syrie ou dans les prisons russes, en Russie même. Moi, je pense qu'un marché a été passé. Un marché par intérêt commun. Pourquoi? Parce que
D'un côté, Daesh avait besoin d'un coup d'éclat pour pouvoir réexister. Et d'autre part, la Russie avait besoin d'un prétexte pour l'escalade en Ukraine, et peut-être pas qu'en Ukraine. Donc, il y a eu un deal de passé. Ça, c'est la première option. On a laissé Daesh faire un attentat, puisque Poutine a appris de ses erreurs. En 1999, c'est le FSB, mais son ami Nikolai Patrouchev qui a organisé un attentat à Moscou, mais ça s'est su. Ça a été organisé par des agents du FSB. Alors, c'est quand même plus crédible de faire un attentat organisé par des vrais terroristes. Le problème, c'est qu'il faut les contrôler, parce que si on les laisse comme ça sans contrôle, ça peut devenir ingérable à un moment donné. Donc, si attentat doit y avoir, il faut qu'il soit sous contrôle. Donc, la première option, c'est que les Russes savaient parfaitement ce qui allait arriver et qu'ils ont laissé faire. Et la deuxième option, c'est qu'ils l'ont organisé, qu'ils ont organisé cet attentat, en laissant Daesh procéder à cet attentat par intérêt commun, comme je le disais. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Ça, on n'en sait rien du tout. Est-ce que les combattants, si effectivement il s'agit de Daesh, est-ce qu'ils ont, après avoir exécuté plus de 100 personnes, plus de 150 personnes, est-ce qu'ils se sont suicidés? Est-ce qu'ils se sont fait exploser? On n'en sait rien du tout. Bon, le fait est qu'il y a eu une explosion. Il y a eu un incendie, donc qui a fallu maîtriser pendant quelques heures. Mais qu'est-ce qu'on en sait de qui a été arrêté? Finalement, les gens qui ont fait cet attentat auraient très bien pu se faire sauter, auraient très bien pu disparaître, on n'en sait rien du tout, puisque les informations qu'on a, comme je le disais, nous sont transmises par les Russes. Donc, si quelqu'un a été arrêté, on ne sait pas du tout de qui c'est. Et c'est vraiment pas crédible ce qu'on nous présente comme version. Donc, une des versions possibles, c'est qu'on ait laissé faire Daesh, qu'on ait dealé avec Daesh, que les Russes aient dealé avec Daesh, en leur disant, voilà, vous faites votre attentat, ensuite on vous laisse filer, ou alors vous vous suicidez, vous faites comme vous voulez, et vous avez votre coup d'éclat, donc vous avez votre coup de com', vous avez votre succès, et nous ensuite, on se sert de cet attentat pour nos affaires à nous. Ça, c'est la première version. La deuxième version, qui est pas moins possible, c'est que ce soit un commando russe qui ait fait ça, un commando qui a été engagé par l'État. Parce que moi, j'arrive pas à m'imaginer un attentat organisé par Daesh, par des islamistes, sans qu'il y ait le cri de Allah Akbar. Ça paraît complètement vraisemblable, ça paraît dénué de sens. Donc il est aussi possible que cet attentat ait été organisé directement par le FSB et perpétré par des mercenaires, par des assassins qui étaient payés pour faire ça. Quant aux personnes qui ont été arrêtées, soi-disant, aujourd'hui, on apprend qu'ils ont été payés par les Ukrainiens. Et peut-être que demain, on apprendra qu'ils ont été payés par l'Occident. Peut-être qu'il va s'avérer que d'autres personnes ont été arrêtées, des ressortissants, que sais-je, estoniens, lituaniens, lettoniens, polonais, qui auraient aussi participé à cet attentat. Donc là, il faut bien comprendre à quoi on a affaire. Et la première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Ukraine n'a rien à voir là-dedans. Et je dirais même plus, la probabilité que les Ukrainiens puissent avoir participé d'une quelque façon que ce soit à cette tuerie, elle est de 0,00%. Je le répète, elle est de 0,00%. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'ils sont pas stupides. Ils savent parfaitement que organiser ce genre de tuerie ferait immédiatement que l'Occident il lâcherait. L'Occident ne soutiendrait absolument pas un État qui organiserait ce genre de tuerie, ou même qui participerait de près ou de loin à ce genre de tuerie, parce que l'Occident a eu ce genre de tuerie sur son territoire et que aucun pays occidental ne pourrait cautionner ce genre d'agissement. Alors que les Ukrainiens bombardent des sites militaires russes en Crimée, oui. Que les Ukrainiens bombardent le pont de Kursk, oui. Que les Ukrainiens aillent bombarder les raffineries russes, oui. Mais qu'ils organisent des tueries de masse de civils, non. Ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent l'histoire. Ils savent parfaitement ce qui s'est passé en 1972. Je le rappelle, les Jeux Olympiques de Munich, un commando palestinien appartenant au groupe terroriste Septembre Noir attaque le village olympique israélien. Ensuite, suite aux événements qui se sont produits par la suite, donc intervention des forces de l'ordre allemandes, agissement des terroristes, tous les sportifs israéliens sont tués. Tout le monde est mort. Mais le résultat de ces agissements, de cet attentat, c'est que
le monde occidental a lâché la Palestine, tout simplement, parce que des ressortissants palestiniens, des terroristes palestiniens se sont livrés à des agissements qui ne pouvaient pas être cautionnés par l'Occident, qui étaient invraisemblables, qui étaient dégoûtants, qui étaient monstrueux. Assassiner, aller tuer des sportifs sans défense, c'est inacceptable. Alors, pourquoi est-ce que les Ukrainiens, qui aujourd'hui font de leur mieux pour avoir un soutien financier américain et pour garder le soutien de l'Occident, iraient se mettre l'Occident à dos pour organiser une tuerie? Ça paraît absolument invraisemblable. Donc c'est pas crédible, c'est invraisemblable. Il faudrait vraiment être stupide pour faire ça. Et les Ukrainiens sont loin d'être stupides. Surtout, ils ont le sens de la communication. Aujourd'hui, on est aussi dans une guerre de l'image. On est dans une guerre de qui est le gentil de l'histoire. Donc ce serait absolument impensable, invraisemblable que des Ukrainiens se lancent dans ce genre d'entreprise. Et puis l'argument clé, de toute façon, c'est que bon, les agissements ukrainiens sont quand même contrôlés par les pays occidentaux qui leur fournissent des armes. Donc il n'y a aucun pays occidental qui validerait ce genre d'opération, et surtout aucun pays occidental ne laisserait faire ce genre de choses. Donc la version de Poutine, comme quoi l'Ukraine aurait participé d'une quelque façon que ce soit à cet attentat, c'est pas crédible, c'est un mensonge, c'est de la propagande destinée à justifier son escalade. Alors ça paraît quand même invraisemblable. Alors le hasard fait quand même bien les choses pour le maître du Kremlin, parce que le jour où son chargé de presse, Dmitry Peskov, annonce que dans la mesure où l'Union européenne va probablement transmettre aux Ukrainiens les intérêts des avoirs gelés russes pour leur acheter des armes, Peskov déclare que finalement, de par cette action de l'Union européenne, la Russie se trouve être en guerre avec l'Ukraine, et quelques heures après, nous avons un attentat qui est soi-disant organisé ou au moins soutenu par les Ukrainiens. Le hasard fait quand même bien les choses, non? Ça paraît invraisemblable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que d'une façon ou d'une autre, les Russes, les services de sécurité russes, ont organisé ce qui s'est passé. Ils l'ont organisé, ils l'ont autorisé, ils l'ont organisé, ils ont laissé faire, et maintenant, ils le réutilisent à leur fin. Donc aujourd'hui, s'il y a un responsable de ce qui s'est passé, c'est le gouvernement russe, c'est Vladimir Poutine, c'est les services de sécurité, c'est le FSB, ce sont ses complices. Si l'État islamique a effectivement perpétré cet attentat, ça reste probable, ça reste possible, oui, mais sous contrôle russe. Et avec la validation du projet par la Russie. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans une situation où on ne sait pas ce qui va se passer. Parce qu'on ne sait pas vraiment comment Vladimir Poutine va utiliser ce qui s'est passé pour sa guerre en Ukraine. On voit déjà que les Russes parlent de guerre en Ukraine. Ils ne parlent plus d'opération spéciale, ils parlent de guerre en Ukraine. Donc ça, c'est un changement de discours. Donc la question, c'est est-ce que il y aura une escalade en Ukraine? Est-ce qu'il y aura une nouvelle offensive russe en Ukraine? Ou alors, est-ce que Vladimir Poutine va se retourner contre d'autres pays? Est-ce qu'il va élargir ses attaques à la Moldavie, par exemple, à la Transnistrie, ou alors est-ce qu'il va s'en prendre directement au flanc est de l'OTAN? C'est ce que craint la Pologne aujourd'hui. La Pologne, elle a renforcé autant qu'elle a pu ses forces de sécurité et ses forces armées à la frontière avec la Russie et la Biélorussie, parce qu'elle craint justement des actions de guerre hybride, dans la mesure où l'attentat qui a été perpétré va être utilisé par la Russie de toute façon à des fins d'escalade. Et ça, on n'a absolument aucune raison de croire que ça ne va pas arriver. Maintenant, il faut aussi voir une chose, c'est que il y a eu vraiment une mise en scène, je dirais même presque une reproduction de ce qui s'est passé au Bataclan. Et ça, il faut bien comprendre que c'est destiné au public français. Et c'est fait pourquoi? C'est fait pour dire aux Français, regardez votre gouvernement, il n'est pas correct. Nous, Russes, et vous, Français, on a un ennemi commun, c'est les islamistes. Et vous, Français, vous voulez soutenir les Ukrainiens qui payent des islamistes pour venir nous tuer. Il y a quand même 9 ans de ça, ils sont venus vous tuer vous. Aujourd'hui, ils viennent nous tuer nous. Donc l'ennemi de la Russie et de la France, c'est les islamistes. Et les Ukrainiens que vous soutenez, eh ben, ils paient les islamistes pour nous tuer. Et il faut faire très attention parce que c'est un discours qui se propage. Alors, je le répète, hein, il n'y a absolument aucune possibilité que les Ukrainiens aient pris part à cet attentat. Et il faut aussi dire les choses clairement. Ce qui s'est passé, c'est dramatique. C'est une tragédie.
mais c'est une supercherie de A jusqu'à Z, en plus, qui est assez mal tournée. Parce que, effectivement, donc, si on regarde la mise en scène de ce qui s'est passé, ça rappelle bien le Bataclan. Mais la suite des événements, quand on décortique un petit peu ce qui s'est passé, il n'y a absolument rien qui nous pousse à penser que ça a été effectivement un attentat spontané organisé par Daesh. Tout nous pense à penser que ce qui s'est réellement produit, c'est une action organisée par les Russes, ou au moins une action sous contrôle russe, soit organisée et exécutée par effectivement Daesh et ses hommes, soit organisée par des mercenaires, par des hommes qui travaillent pour le Kremlin. Et je le dis, je le répète, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est si si l'attentat a été perpétré par des islamistes, quels qu'ils soient, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il n'ait pas crié à la Akbar? Ça paraît invraisemblable. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il ne se soit pas fait sauter dans l'attentat qu'ils aient survécu? Comment est-ce on peut expliquer qu'il soit sorti comme ça, sans être inquiété du site, et ensuite arrêté quelques heures plus tard, pas loin de la frontière ukrainienne, aussi vivant? Ça paraît complètement invraisemblable. Et ensuite, on a vraiment affaire à une logistique assez poussée. Des armes automatiques, un équipement moderne, des fusils de chasse, un véhicule pour la retraite, enfin tout a été organisé. Alors tout ça, ça s'est fait comme ça, sous l'œil du FSB, sous le regard du FSB, personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. Malgré les avertissements américains, malgré les avertissements britanniques, les Russes n'ont rien vu venir. Ben, ça paraît complètement invraisemblable, ça paraît complètement impensable. Donc, au mieux, les Russes savaient, ils ont laissé faire, mais ça paraît peu probable. Ce qui paraît probable, c'est qu'ils organisaient cet attentat avec Daesh. Et aujourd'hui, ils vont utiliser ce qui s'est passé, cette tragédie, à des fins de propagande, c'est sûr, parce que déjà, ils envoient un message à la France, hein, au peuple français, en disant, regardez, on est pareil, vous et nous, on a été attaqués par des djihadistes, et les Ukrainiens que vous soutenez, eh bien, ils les ont payés. Et votre gouvernement, eh bien, il soutient l'Ukraine qui a payé les djihadistes. Donc c'est un message de propagande. Espérons que ça ne marche pas, que les gens ne soient pas dupes en France et en Occident également. Ensuite, ça va permettre à la Russie de justifier, que sais-je, finalement tout est possible, de justifier soit une escalade en Ukraine, de justifier un élargissement du conflit à la Moldavie, peut-être à la Géorgie, de justifier un élargissement du conflit sur le flanc est de l'OTAN, parce que, comme je le disais, peut-être que dans quelques jours, dans quelques heures, nous apprendrons que parmi les personnes interpellées, il y a des Polonais, des Estoniens, des Lituaniens, des Tchèques, des Slovaques, que sais-je, et que dans la mesure où ces pays ne veulent pas extrader les soi-disant commanditaires qui ont payé ces terroristes, et bien du coup, les Russes vont devoir mener une action antiterroriste, par exemple en Pologne, pour trouver tous ceux qui ont participé à cet attentat tragique. Voilà. Et ça, aujourd'hui, on n'est vraiment pas à l'abri de ça. Donc ça, il faut bien se rendre compte qu'on est à un tournant. Et le moment est grave parce que apparemment, les Russes ont décidé de l'escalade. Tout ce qui s'est passé a été planifié. Il n'y a rien qui a été laissé au hasard. Mais ça a été un petit peu mal ficelé parce que ça paraît pas crédible. Mais la justification est là. Donc, il y a une justification pour une montée en puissance du conflit. La question est juste de savoir vers où. Enfin, vers où ce conflit va s'étendre. Mais le fait est qu'aujourd'hui, on est vraiment à un tournant grave, un tournant dangereux. On ne sait pas ce qui peut se passer. Et ce qui est important, c'est de bien comprendre que ce qui s'est passé, c'est pas un hasard. Ça a été organisé, validé par la Russie, ça a été voulu par les autorités russes. Il faut surtout pas avoir de doute là-dessus. L'Ukraine n'a pas pu participer à ces événements. C'est pas possible. Ça aurait été une énormité, une bêtise de leur part de le faire. Ils n'auraient eu aucun intérêt à organiser cette tuerie. Venir accuser l'Ukraine, c'est complètement ridicule. Mais surtout, ça a un but très clair. Le but étant de monter en puissance sur l'escalade. Et aujourd'hui, c'est ça à quoi nous devons faire face. Parce que tout peut arriver. Peut-être que l'Ukraine devra faire face à une autre offensive. Peut-être que l'offensive partira sur le flanc est de l'OTAN.
On ne le sait pas. Mais on a vraiment aujourd'hui des raisons claires de s'inquiéter. Mais moi, aujourd'hui, j'ai une pensée toute particulière pour les Russes. Parce que le Kremlin, c'est une chose. Les agissements criminels du Kremlin, les criminels qui sont au pouvoir en Russie, les criminels, les gens qui ne reculent devant rien pour atteindre leurs objectifs, c'est une chose. Et la population russe, c'est autre chose. Les Russes sont les premières victimes de Vladimir Poutine et de son régime criminel. Et je voudrais dire ceci aux Russes, ceux qui peut-être m'écoutent, ceux qui verront peut-être cet enregistrement. Aujourd'hui, votre ennemi, c'est pas l'Occident. Alors vous pouvez penser de l'Occident ce que vous voulez, vous pouvez nous détester, vous pouvez ne pas nous aimer, vous pouvez même nous haïr, mais le fait est qu'aujourd'hui, votre pire ennemi, c'est pas l'Occident. Votre pire ennemi, c'est votre gouvernement et c'est votre président. Parce qu'aujourd'hui, mes chers Russes, mes chers amis russes, aujourd'hui, c'est votre gouvernement qui tue les vôtres. C'est votre président qui tue les vôtres. Aujourd'hui, c'est votre président. C'est ses services de sécurité. C'est l'État. L'État que vous soutenez, l'État que vous entretenez parce que vous l'entretenez par vos impôts, par votre travail. C'est cet État qui a tué 150 personnes, qui a assassiné vos femmes, vos enfants, vos sœurs, vos frères. C'est cet État qui en est responsable. C'est cet État aujourd'hui qui s'est livré à ça. Alors, c'est sûr, pour Poutine, pour ses acolytes, 150 personnes de plus ou de moins, il en a tellement tué, quelle différence ça peut faire? Il a tué des Tchétchènes, il a tué des Géorgiens, des Ukrainiens, des Syriens, des citoyens du Mali, Burkina Faso, Nigériens. Quelle importance ça peut avoir pour lui, 150 personnes de plus. Mais vous, ce que vous devez bien voir, c'est que votre président vous assassine. Il vous assassine, votre vie, pour lui, n'a aucune valeur, elle ne vaut rien du tout. Il est prêt à tuer 150 personnes, voire plus, aucune importance, juste pour atteindre ses objectifs. Son objectif, c'est quoi? C'est sa grande Russie. La grande Russie pour qui? Pourquoi? Et pour lui, pour qu'il puisse partir dans la gloire en se disant, voilà, j'ai effacé l'erreur de Yeltsin, j'ai effacé l'erreur de Gorbatchev, j'ai mis fin à la plus grande tragédie du XXe siècle, la plus grande tragédie géopolitique, j'ai effacé 1989, j'ai effacé la chute de l'URSS et du pacte de Varsovie. C'est juste de ça qu'il est question. Et pour ça, il est prêt à tuer 150 d'entre vous, à en tuer 1000, 2000, 1 million s'il le faudra. Il vous envoie à la guerre, il vous envoie se faire tuer. Pourquoi? Pour atteindre ses objectifs. Alors, quelle importance d'aller tuer 150 personnes, 150 hommes, femmes, enfants? Quelle importance? Qu'est-ce que ça peut avoir comme importance pour lui? Et aujourd'hui, votre président, c'est ça. C'est un meurtrier, c'est un assassin, c'est un criminel, c'est un sociopathe. C'est quelqu'un qui n'a aucune limite. Aujourd'hui, il a fait assassiner 150 Russes, 150 citoyens russes. Il en a fait blesser des dizaines d'autres, mais de toute façon, c'est qu'une récidive. En 99, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la même chose. Donc aujourd'hui, c'est ça à quoi vous avez affaire. C'est ça avec quoi vous devez vivre. Donc, je le dis encore une fois, chers Russes, votre ennemi, c'est pas l'Occident. Vous pouvez détester l'Occident, vous pouvez mépriser l'Occident et ses valeurs, vous pouvez haïr l'Occident, libre à vous. Mais c'est pas l'Occident qui vient vous assassiner aujourd'hui, c'est pas l'Occident qui vient assassiner vos femmes, vos enfants, c'est pas l'Occident qui envoie des gens armés, vous tirez dessus, vous posez des bombes, c'est pas l'Occident, non, ça c'est vos autorités, c'est votre président, c'est vos services de sécurité, c'est eux aujourd'hui qui vous assassinent. Donc votre pire ennemi aujourd'hui, c'est pas l'Occident, votre pire ennemi, c'est votre président. C'est votre président qui a falsifié l'élection, qui s'est pas gêné pour faire une élection truquée. D'ailleurs, c'est pas la première fois. C'est un président qui vous ment en vous parlant de nazis en Ukraine. C'est un président qui vous ment en vous parlant d'un Occident agressif. Et c'est un président qui n'hésite pas à vous envoyer à la mort parce que votre vie, pour lui, n'a aucune valeur. Elle ne représente rien du tout. C'est un président qui est prêt à tout, qui est prêt à mettre le feu à la Russie, qui est prêt à mettre le feu au monde entier, juste pour atteindre ses objectifs. Et ça, il vous appartient de peser la mesure de tout ça, de vous en rendre compte. Parce qu'aujourd'hui, quelle que soit la version
qui soit vrai sur ce qui s'est passé. Est-ce que votre président, service de sécurité, savait que l'attentat allait arriver, qu'ils ont laissé faire? Est-ce qu'ils l'ont co-organisé avec Daesh? Est-ce qu'ils ont engagé un groupe de tueurs pour aller assassiner toutes ces personnes au Crocus City Hall? Qu'importe. Le fait est que ce sont eux les responsables de ce qui s'est passé. C'est eux qui ont le sang sur leurs mains de ces gens. C'est eux qui sont responsables de leur mort. C'est eux qui ont assassiné 150 de vos concitoyens. Et je vous invite à y réfléchir. Voilà ce que l'on pouvait en dire en ce moment. Pour ceux qui estiment que cette vidéo a une quelconque valeur, je vous invite à bien vouloir la transmettre aux autres, à envoyer le lien, éventuellement la liker si vous estimez qu'elle le mérite. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez me poser vos questions, faire vos commentaires, que ce soit sur YouTube ou alors sur les réseaux sociaux. Je suis disponible sur Facebook ou évidemment sur Messenger et d'autres réseaux sociaux également. Vous me trouverez en tapant mon nom, mon prénom dans Google, Zbigniew Stefanik. Vous me trouverez facilement. Pour tous les médias qui souhaiteraient avoir un commentaire concernant la Pologne, la Russie, l'Ukraine, je les invite à se mettre en contact avec moi. Pour l'heure, je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt.